Et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique La Terre et ses mystères, l'émission où l'on prend le temps de regarder et de comprendre et d'analyser les phénomènes air, terre et mer. Ce soir et pour le deuxième épisode, nous recevons Jack Green qui a vécu une rencontre en 1973 avec un aéronef doté d'une technologie incroyable. Vous avez dit, Jack, à ce sujet, je cite, j'ai vu un phénomène qui n'a rien à voir avec notre technologie, cela défie toutes les lois de la physique connues. Donc autour de cette discussion, je reçois donc les chroniqueurs qui sont avec moi d'habitude, Miss BZH, il y a Cosmotique qui est avec nous, on a Luc également avec nous et Soso de Radio Média Sud Toulon qui va partager peut-être une question avec Jack. Je voulais vous présenter quand même Jack. Jack, est-ce que tu peux te présenter à quelques mots aux auditeurs qui te connaissent pas, parce qu'on a fait un premier épisode, mais brièvement, hein. Oui, bon, c'est un petit jeune qui a toujours voulu être dans l'aviation. J'ai eu la chance de réussir, grâce à l'armée de l'air. J'ai fait du planeur à 15 ans, 16 ans. Je suis rentré dans la mer de l'air à 19 ans. C'était une période un petit peu, c'était la fin de la guerre d'Algérie et c'était le début de la guerre froide. Donc on retrouve un petit peu maintenant mais à l'époque c'était très net entre les Américains capitalistes et les Russes qui étaient tout à fait communistes. Donc je suis devenu pilote de chasse sur Mirage. On avait inventé le Mirage qui prenait des mecs de deux avec un bon radar devant pour justement dissuader les Russes de nous envoyer leurs bombardiers, sinon leur caraméliser tout pareil leur pays. L'humanité n'a pas changé. Bon, je suis devenu pilote de chasse. Après, je suis rentré dans le civil comme pilote de ligne. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses pour l'aviation, des raids humanitaires en Afrique. Je m'occupe des jeunes, j'ai fait du planeur. J'ai fait du cinéma avec la Ferté-Alais, avec Jean Salis. À l'As des As avec Belmondo. Enfin, je dis ça pour citer. Voilà. Bon, donc, caresser les filets d'air, faire de l'amour à l'espace, comme j'aime le dire. Avoir les fesses en l'air, quoi. Voilà. Ok, parfait. Donc autour de ces discussions, donc le phénomène ovni auquel nous faisons face depuis des siècles déjà, puisqu'on a des témoignages jusqu'à l'Antiquité, et plus particulièrement depuis quelques mois, depuis le fameux congrès américain mi-novembre, est-ce que ça peut nous parler ou peut-être nous avertir de certaines dérives? Donc installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et votre esprit. On est ensemble jusqu'à 19 heures sur Radio Média Sud Toulon. Je vais laisser la parole à Miss qui a une première question à te poser, Jack. C'est à toi, Miss. Bonjour, Jacques. Oui. Allez, vas-y. À honneur aux dames, je te laisse commencer. Allez, on y va, Delphine. Allez. Allez, on est parti. Alors, bonjour Jacques, merci encore une fois d'être présent parmi nous. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité aérienne dans les vols commerciaux? C'est une bonne question, ça. Ça a toujours été la préoccupation depuis le départ. Très bonne question. Qu'est-ce que vous avez qu'à voir les derniers accidents? Alors, on peut plus faire grand chose parce que, je veux dire que l'excès en tout, moi, j'ai commencé avec l'hélice, j'ai fait du Reiter et j'ai tardé ma carrière, j'ai vu l'arrivée de l'Airbus, qui est le triomphe un peu de l'intelligence humaine. Mais l'excès en tout est mauvais. Donc, de temps en temps, disons, je veux dire, par rapport à un ordinateur, ou une intelligence dite artificielle maintenant, si le programme, il n'a pas d'état d'âme, dans l'aviation, l'élément principal, c'est la vitesse. Vous ne l'avez pas, vous décrochez et vous cassez la gueule. Bon, si l'information, comme il est arrivé pour l'Airbus, est mauvaise, le système n'a pas d'état d'âme. Il fait son calcul de domaine de vol avec des informations fausses. Et l'avion se casse la gueule et les pilotes comprennent pas trop. Par contre, un pilote, lui, son cerveau, il a un avantage, c'est que moi, je suis craché 4 fois en avion, alors je peux vous dire que là, on trouve des solutions émotionnelles, vous trouvez des réflexes qui vous sauvent la vie. Je ne sais pas encore faire une intelligence artificielle parce qu'elle n'a pas d'émotion, la vie, elle s'en fout, elle ne ressent pas. Alors, pour améliorer la sécurité aérienne, je dirais qu'on peut toujours améliorer les systèmes qui sont de plus en plus fins, mais c'est quand même, moi je reviens du Japon avec 14h30 de vol, 14h35, c'est quand même extraordinaire. Par moment, je me disais, la machine elle va tourner, les moteurs vont tourner, les systèmes de navigation, la pressurisation, enfin tout. Et pour les 250 passagers à bord, ça va tourner pendant 15 heures d'affilée sans problème, quoi. Alors, c'est la bonne question qui veut dire et tout. Est-ce que nous, on peut améliorer notre sécurité depuis qu'on est gamin, qu'on marche à quatre pattes et qu'on va se parer de système à côté de nous, et puis arriver à mon âge, je dirais, une 8e décennie passée, où bon, tout à fait, quoi. Voilà. Bon, on n'arrête pas de faire du progrès. Mais je veux dire, quelque chose de bien amène aussi quelque chose de mal. Ouais. Donc, il y a des gens qui s'en empèrent, il y a des gens qui profitent des choses bien pour augmenter leur pouvoir sur leurs congénères. Vous voyez, c'est toujours l'énergie est duale.
C'est un peu comme une batterie, il y a un peu le plus, il y a un peu le moins, et de temps en temps, ça se fait encore jus. Bon, dans l'être humain, là, c'est le corps qui fait une maladie, et puis dans les matériels, ou dans les choses, bien, c'est le crash ou c'est l'accident. Dans la continuité, Et, Jack, excuse-moi de t'interrompre, dans la continuité de la question de Delphine, on a 250 à peu près, on a estimé à 250 incidents mortels depuis début janvier quand même. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Il y a un problème. Y a-t-il il y a un pion dans la biote? non, Accident de vol, ouais. Incident et non, accident mortel. C'est des, non, mais c'est des accidents. c'est un avion de 200, attends, c'est pas 250 accidents, c'est un avion de 250 passagers qui s'est mis par terre. Alors, Delphine, on peut préciser là-dessus, sur ce point-là? Oui. Je cherche l'info, je reviens vers toi. Ouais. Je pense Donc, qu'effectivement, oui. oui, il y a, Si je peux me permettre, vas-y, Gaspard. j'ai une petite question sur l'apprentissage des pilotes. Alors mon fils a passé le brevet de pilote et il m'avait été dit que déjà dans la connaissance du pilote, il y avait ce côté initiation au planeur. Est-ce que c'est obligatoire et est-ce que par rapport alors je pense que là c'est l'ULM, c'est petit, hein, mais est-ce qu'il y a une connaissance qui permet que les pilotes n'ont pas et qui pourrait peut-être aider à rattraper les avions parfois. Voilà. Ah bah non, mais c'est la question après l'Orient-Paris, Air France s'est remis à faire du planeur à ses pilotes. Moi, c'est l'initiation que j'ai eue quand j'avais 15-16 ans avec des planeurs qui n'avaient rien de cas de performance actuelle, mais ça vous donne le sens de l'air, justement. Planeur, ça vous donne le sens de l'air. C'est comme faire de la danse classique avant de faire du rock'n'roll ou de la musique classique avant de faire autre chose. C'est que ça vous donne le sens de l'air, ça vous donne le sens de piloter un avion qui appuie le moteur, ça vous donne le sens d'une incidence, ça vous donne le sens de la météo, et ça vous donne aussi le sens de se poser, je veux dire. Le sens des sens, Jack, le sens des sens. Le sens des sens, oui. Non, mais vous développez, si vous voulez, effectivement, un coup d'œil, le coup d'œil du pilote. Hein, et c'était d'ailleurs, Air France s'est mis à faire tous ses élèves pilotes, tous ses cadets, leur faire comment dirais-je, une qualification de planeur, parce que ça donne vraiment, comme on dit, le sens de l'air. L'avion, c'est pas compliqué, on n'a pas encore trouvé le truc. Vas-y, dis-nous pour les données d'accident de vol. Concernant les données, donc je me base sur la fondation Aviation Safety Network, qui est accessible en ligne grand public. Quelle aviation? Aviation quoi? Safety Network, c'est une fondation indépendante. Oui. Et alors, c'est des écolos? C'est pour savoir si l'aviation est orientée ou pas. Bon, alors, dites-moi. Donc, sur la base de données depuis le 2 janvier 2025, il est répertorié à l'heure actuelle, avec des sources bien entendu, 376 décès et 1334 événements dans la base de données qui répertorie tous les événements. Oui, alors est-ce que la guerre Ukraine-Russie est intégrée là-dedans? Alors justement, on n'a pas toutes les données concernant. On a que ce qui... écoutez, moi de toute façon, moi j'ai pas de. Je n'ai pas averti de tout, mais au point de vue aviation civile, il n'y a pas encore eu, je n'ai pas été informé de grosses catastrophes. 200 passagers, c'est possible. Alors là, je suis pas au courant. Depuis le début de l'année, il y a un avion de ligne qui se fait planter. Ouais. Mais je suis pas au courant de l'affaire. Bon, de toute façon, je veux dire, l'aviation, ça donne beaucoup d'émotions. C'est comme la vie. Hein. Quand vous commencez à naître, personne ne peut vous dire vous pouvez vivre à risque nul et le temps que ça va durer. Donc malgré tous les progrès, de se mettre les fesses en l'air, c'est le retour sur terre. Et malgré tout, il y a quand même des risques d'accident. C'est comme de prendre votre voiture, c'est comme d'aller dans votre jardin ou c'est comme d'avoir une crise cardiaque. Donc vivre à risque nul dans une activité humaine, pour le moment, ça me paraît une utopie. Et malgré que l'aviation, c'est sûrement une des activités humaines qui a développé le plus d'intelligence, d'invention, de systèmes, de navigation, de fiabilité des moteurs, enfin tout quoi. Ouais. Voilà. Alors, je ne pense pas que ça soit l'activité, je termine, je ne pense pas que ça soit l'activité humaine qui soit la plus dangereuse. Je veux dire, moi je reviens du Japon, bon, avec 15 heures de vol, 14h30 de vol, c'est extraordinaire, quoi. Bon, et j'étais pas le seul avion en l'air, il y avait je sais combien de centaines d'avions de ligne en vol dans la journée, quoi. Donc c'est pas la peine de se faire une parano avec ça, quoi. Ouais. Bon, pour toi, c'est normal, Jacques, il n'y a pas de souci particulier jusqu'à présent. Comme dans la vie, rien ne fonctionne à risque nul. Allez, le risque est normal pour toi. Alors, la maîtrise du risque est sûrement une des activités humaines où la maîtrise du risque est le pousser le plus possible. Ok.
Techniquement, bon, les procédures, et puis aussi, alors maintenant on a des robots qui nous font le boulot très très bien. Il faut que le cerveau humain aussi s'adapte, parce qu'un robot de temps en temps, comme je disais, il n'a pas d'état d'âme. Et s'il a de mauvaises informations, lui il continue dans son truc, quoi. Bien sûr. Voilà. Merci Jack, merci pour ces précisions. Mills, c'est à toi pour la deuxième voire troisième question, parce que Cosmotique en a posé une. Vas-y Mills. C'est un vrai honneur pour nous de recevoir. Alors ma question, voilà, elle serait, voilà, elle va détonner peut-être un petit peu, elle va changer de ce qu'on te pose d'habitude. Voilà, moi je voudrais savoir ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses du phénomène OVNI? Est-ce que tu penses qu'il serait éventuellement lié à des dimensions de conscience que nous ne comprenons pas encore? Par exemple, une réalité qui dépasse la matière ou l'espace-temps tel que nous le connaissons. Et selon toi, est-ce que l'humanité est prête spirituellement et philosophiquement à faire face à une révélation majeure sur l'existence d'autres formes de vie intelligentes? Merci à toi. C'est une grande question. Bon, alors, d'une part, c'est que les choses évoluent. Moi, depuis mon observation en 73, bon, on a fait des tas de progrès. On a fait des tas de progrès, des connaissances. Bon, alors déjà, au point de vue, si vous voulez, de la conscience humaine, moi, j'ai laissé mes 3 cerveaux à la science pendant 3 ans pour savoir pourquoi j'étais ce que j'étais, je pensais ce que je pensais, surtout ce qui m'arrivait, ce qui m'arrivait. On voit aussi, il y a une manipulation à travers les politiques du phénomène OVNI. Regardez les Américains qui sont les rois. Quand ça les arrange, ils sortent plein de choses soi-disant classifiées. Et quand ça les arrange pas, ça n'existe pas. Donc c'est aussi une manipulation qui est faite par les gens de pouvoir. Vous voulez le pouvoir sur un peuple, vous foutez une trouille magnifique, interne et externe, et vous dites vous avez la solution. Exact. Donc le phénomène OVNI, au niveau des politiques, sert beaucoup à ça. Par contre, moi c'est un peu ma réflexion, c'est que je pense qu'on a des états de conscience qui sont habituels, il y en a d'autres qui sont comme des strates. Regardez dans l'histoire de l'humanité, de temps en temps, il y a eu Einstein, il y a eu des grands savants, même disons au Moyen-Âge, etc., c'est comme si leur cerveau a été branché sur une fréquence de réception particulière ou une connaissance particulière leur venait. Les grandes connaissances humaines, que ce soit technique, technologique ou de l'espace, c'est par période. C'est par période, il y a des types, c'est un peu comme l'image du Saint-Esprit qui descendait sur les apôtres, il y a une petite flamèche de connaissances qui leur tombe sur le cerveau, et ces gens-là, regardez les chercheurs, il y a de temps en temps, ils découvrent des trucs fabuleux, et c'est exponentiel. Donc moi je suis tout à fait, je pense que nos champs de conscience sont infinis. Et puis que de temps en temps, il y a des types, ils ont un peu tocasse, tu vois. Mais même nous, au niveau de notre connaissance dans notre vie, on est amoureux, boum, notre conception du monde change, notre comportement va changer, et les événements qu'on va attirer vont changer. Vous êtes dans le négatif, le monde c'est un tas de merde, on la vérifie, c'est qu'on a des tas d'accidents où le moral est mauvais, où on se fait des maladies, et puis si on croit, que ce soit la croyance, mais si c'est une croyance positive, la conscience nous amène des choses positives. Voilà. Alors, votre question est bonne. Moi, je pense que là, plus ça va, plus on élargit, si vous voulez, le sens conscience. Et quand j'ai fait les études sur le cerveau, je pensais que c'était nos neurones et l'énergie dans le cerveau qui donnaient une conscience. En fait, je crois que de temps en temps, on est comme un poste de radio. Il y en a qui sont branchés sur Salut les copains. Il y en a qui sont branchés sur les sciences humaines, d'autres sur les sciences techniques. Et de temps en temps, il y a des mecs qui écoutent la bonne émission et ça les amène à faire des progrès scientifiques. Oui, Merci Jack pour cette précision. Dans la continuité de la question de Mills, lorsque tu observais cet OVNI en 73, est-ce que ça a changé quelque chose chez toi au niveau conscience? Je reviens à ce que tu disais. Au niveau de ta vie en général, est-ce que ça a tout changé? Le feuillage, mais le tronc, il est fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça va. Mais ça veut dire que si, ça. Bon, ou alors, j'ai mis en bloc, parce que ça foutait la trouille. Et c'est un peu le problème de l'ego, quand ça n'intéresse pas et trouve une explication, oui, non, c'est pas vrai, c'est pas facile, parce qu'on veut pas changer, on a encore plus peur de ce qu'on a découvert. Ou alors, il y a quand même quelque chose, quoi. Et c'est aussi stupide, je dirais, que de nier ça complètement, que de s'en faire une psychologie ou une philosophie qu'on ne peut pas changer après. Regardez, avant nos grands découvertes, avant Pasteur, la maladie c'était Dieu. Lui, on l'a foutu en branle parce qu'il disait non, pas du tout, c'était des petites molécules. Et puis regardez les progrès qu'on a fait de lui sur le fonctionnement du corps humain, sur les maladies et surtout sur la conscience. Il y a quand même des gens qui Timothy Leary à l'époque, il vous fait un peu des pétards.
il lui arrivait des choses qui c'était inhabituelles. Il y a des gens qui vont bouffer de l'ayahuasca. Là, j'étais le soir avec un type scientifique. Bon, il a fait ça d'une manière très scientifique. Le cerveau, c'est infini, le cerveau. Hein, dans les deux sens. Moi, quand j'ai vu le mien bon, en couleur, c'est infini dans les deux sens. Dans la construction, dans la destruction, c'est comme la nature. Il y a un printemps qui commence au moins, tout pousse fabuleux en 15 jours. Puis il y a un hiver, il y a des choses qui meurent pour repartir. Tu étais dans le déni, Jack? Excuse-moi, tu étais dans le déni? Tu étais dans le déni pour te protéger, hein, sans faire de psychologie de comptoir. Non, j'étais pas dans le déni. Moi, au contraire, ça m'a super excité. Ouais. Moi, ce que j'ai découvert, si vous voulez, ce soir-là, d'abord, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc par rapport aux connaissances qu'on avait. Et puis, non, moi, j'ai toujours une espèce d'ouverture, moi, toutes ces choses-là, dont je n'étais pas dans le déni. Il y a d'autres, à chaque fois, tiens, je vais raconter ce que j'avais fait. La conscience ou la connaissance, vous êtes au fond d'une vallée. Hein, vous êtes entouré de murs, hein, et votre univers, parce que vous n'êtes jamais sorti de la vallée. C'est les crêtes qui sont autour de vous. Puis un jour, vous parlez d'une raison pour une autre, vous pouvez monter. Vous pouvez monter, puis au fur et à mesure que vous montez, commencez à voir de l'autre côté. D'accord. Il y a de la lumière, et puis il y a un autre paysage, et puis plus vous montez, vous dites merde, c'est des choses auxquelles vous ne pensez même pas. La conscience, c'est un peu une chose comme ça pour les gens qui découvrent d'autres formes de conscience et d'autres connaissances. Ok. Merci pour ces précisions, Jack. Luc, tu as une question pour Jack? C'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jack. Merci encore une fois de plus. Moi, j'ai une question. C'est concernant le crash du Concorde. On entend plusieurs théories dessus. D'après vous, que s'est-il réellement passé? Merci. Ouais, je suis en train de revoir ça parce que c'est des copains à moi. Il s'est réellement passé. Ça, c'est la réglementation. Alors, on peut s'étendre là-dessus. C'est quand même stupide, c'est un avion extraordinaire. C'est une histoire de pneus. Parce que c'est comme, vous savez, il y a une fusée américaine qui a explosé, alors qu'il y avait deux ingénieurs qui disaient, écoutez, il faudrait soulager les joints, qu'on fait tel temps de cycle, etc. Et il y a des gens aussi qui calculent les frais, donc faire des économies. Alors, le Concorde, on l'aurait fait comme une voiture. Enfin, je dis ça m'engage aussi que moi. Je prends qu'une partie. On aurait fait comme les voitures. Quand vous savez, moi, j'ai une voiture de collection, j'ai pas les pneus d'il y a 50 ans. On adapte des pneus qui ne se posent plus, qui ne déchappent plus, etc. Non, c'est au Michelin, mais des pneus pour le Concorde modernes. Mais bon, fallait continuer à utiliser les pneus. Bon, ce qu'on sait réellement, c'est que ça arrive toujours au même moment. Il était celui en performance maximum de charge, etc. Sur la piste qui a été perdue par un avion précédent, ça c'est clair, ça a fait exploser le pneu. C'est un jour où vous avez des voitures faites un peu de circuit à 200 km/h, je peux vous dire qu'un pneu de bagnole qui explose, c'est une bombe. Moi, j'ai vu ça sur une voiture, la Porsche que j'avais, il n'y avait plus d'arrière, quoi. Donc, les amis, c'est des tonnes. Donc, il y a un mode saut de pneu qui est rentré dans l'aile, qui a foutu une fuite, qui a foutu un rider en l'air. Bon, et là, et le problème du Concorde, aérodynamiquement, c'est un delta. Donc, c'est une aérodynamique particulière. Si vous êtes en deçà d'une incidence, vous n'avez pas assez de portante pour monter. Il faut que la puissance vous passe cette espèce de bosse, si vous voulez, de l'incidence, qui soit plus faible. Et là, il n'avait pas assez. Bon, et le Concorde ne décroche pas, il s'enfonce comme un mirage, etc. Alors, le Concorde, c'est vraiment une somme de bêtises, je dirais, de la bêtise humaine, quelque part, ou, on va dire, d'une mauvaise réglementation ou d'une mauvaise décision. Voilà, c'est aussi stupide que ça a amené, alors que c'était une invention fabuleuse. Et si vous voulez, tous les pilotes d'essai comptaient là-dessus. Ça, c'est pareil, c'est la volonté humaine. Turca, qui était le chef pilote de ça, c'était presque un gourou, quoi. Il a le prenait jusqu'au bout. C'est des gens qui avaient une intelligence remarquable, des décisions remarquables, une connaissance, je dirais, aérodynamique. C'était comme la connaissance des dieux, quoi. C'est dommage qu'il n'ait pas été relancé, ce projet Concorde, peut-être sous une autre forme, sous une autre appellation. C'est vrai que c'était un avion formidable, fantastique, pas connu dans le monde. C'était unique. Ouais. Je veux dire, à l'époque, si vous voulez, on n'avait pas les 30 maintenant. Une heure de cadre, vous l'emmeniez à New York, dans la journée, il faisait aller-retour New York. Ouais. Donc, une heure de cadre, c'est mettons tel prix, c'était rentable. Bon, maintenant, c'est pas la peine, on se fait des pseudo-conférences, c'est pas la peine de payer des heures de vol pour aller dans le pays d'à côté, mais voyez ce que je dis. Ouais. Et puis, il y a eu plein de projets, il y a plein de projets plein de projets partout. Bon, c'est comme d'habitude, ça sera, je dirais, malheureusement, les états de guerre qui redévelopperont des avions qui sont bisoniques ou hypersoniques, quoi. Mais c'est pas, ça ressortira le jour où ça aura besoin de ressortir, que ça sera rentable. C'est toujours une question de rentabilité. Aussi.
D'accord. Merci Jack pour cette réponse. Delphine, c'est à toi. Deuxième question. On a encore 10 minutes devant nous. Deuxième question, je vais parler d'un vol, le MH370 qui a disparu là, de la Malaysia Airlines. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensez, puisqu'on a eu la reprise des recherches et qui ont été de nouveau arrêtés par un projet qui s'appelait Caption de mémoire. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensez de cette affaire qui est bien mystérieuse. Oui, enfin, ça, c'est. Là, je m'engage un peu. Bon, mais je veux dire, je pense que c'est. Malheureusement, la psychologie humaine, on la maîtrise pas. C'est comme l'Allemand qui a planté son Airbus en France, là, il y a quelques années aussi. Il était fou. Il a pété un plomb. Et bon, de sources que moi, je sais un peu parallèle, je ne m'avancerai pas, c'est que le commandant de bord, c'est qu'il a été suicidaire. Parce qu'on a refait tout le contrôle de l'avion, etc. On a vu des simulations cette nuit. Il a refait son vol pour disparaître. Disparaître complètement. C'est pour ça que le problème, c'est qu'il y a un moment, il a disparu. C'est qu'il était un type très professionnel. Tout ce qui était des systèmes de guidage de l'avion, d'IFF, c'est-à-dire d'identification, de comment il a endormi les gens, je veux dire, la pressurisation, etc. Enfin, il aurait fait tout disparaître. Et puis, ben voilà. Mais par contre, maintenant, si vous voulez, certains indices qu'on a retrouvés par rapport à l'enquête qu'on a fait sur sa personnalité, sur ce qu'il a fait chez lui. Il avait un simulateur et pendant longtemps, son vol a été répété sur simu, justement pour qu'il disparaisse complètement. Et le problème de la folie, c'est qu'il a fait disparaître 250 personnes et ses passagers en même temps. Voilà, ça c'est ce qui se dit dans un mode de recherche. Voilà. Alors, ça après, les gens pensent ce qu'ils veulent. D'accord. Merci pour cette réponse, Jack. Soso, tu avais une question, c'est à toi. Oui, merci. Bonsoir, Monsieur Green. Ma question, elle est un peu plus rationnelle et technique. C'est surtout pour les auditeurs. Les avions ont des éclairages la nuit. Je sais qu'il en existe de différentes. Comment peut-on les différencier? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les témoins, les gens qui voyaient des ovnis, avec des couleurs différentes, des formes différentes, est-ce que au niveau des avions, vous pourriez nous donner des indices pour détecter un avion d'un objet volant non identifié, s'il vous plaît? C'est une question. Non, les avions réglementairement dans vol de nuit, ils ont un phare qui est en général très puissant devant, qui sert pour l'atterrissage, hein, c'est des bons phares. Sur les ailes, ils ont un feu vert, alors je vais dire une bêtise, c'est un feu vert à gauche, un feu rouge à droite, ça clignote ou ça peut être fixe, et ils ont un feu à l'arrière. Ça, c'est la réglementaire de l'avion. Et il n'y a pas de truc plus c'est toujours aussi simple, hein, il n'y a pas du jaune, du vert, du jaune, etc. Ça, c'est l'éclairage obligatoire et réglementaire sur un avion de nuit, comme notre voiture a deux phares, etc. Donc, par contre, il peut avoir, regardez les aurores boréales, il peut avoir des perceptions, des illusions sensorielles, hein, comment on appelle, des irisations de la lumière, etc., qui peuvent se confondre sur certains ciels. Vous avez un avion de nuit, s'il y a des stratus, ça peut faire un halo, s'il y a des luminos avec des éclairs, vous voyez. Mais ce sera très difficile de distinguer entre, je veux dire, un ovni, enfin un objet volant non identifié, et puis un avion. Mais un avion, c'est réglementaire. Hein, soit il peut être en feu fixe, soit en feu clignotant. Hein, c'est du gros phare à l'avant, et c'est de beaux éclairages. Donc, il peut y avoir aussi des phares sur le fuselage qui éclaire les ailes. Hein, des fois, pour les pilotes, ils ont besoin de voir s'il y a du givrage, etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jack. Merci beaucoup. Mills, c'est à toi. Mills, est-ce que tu es là? Oui, je suis bien là. Je pensais pas avoir le privilège de pouvoir reposer une autre question. Il nous reste 5 petites minutes, hein, on est bien. Voilà. Je m'y colle. Alors oui, tout à l'heure je posais la question et tu m'as pas répondu, Jack. Alors je me permets de te la reposer. Ouais. Je voudrais savoir si selon toi, est-ce que l'humanité est prête spirituellement, philosophiquement, à faire face à une révélation majeure sur l'existence d'autres formes de vie intelligentes? Alors, je serais Dieu pour donner la réponse. Je vais vous donner une petite image. Imaginez, puis on parle d'aviation quand même, imaginez un Gaulois, hein, à l'époque,
hein, qui est dans son champ ou son sauvet, puis qui voit passer un blériot. Enfin, un blériot qui voit passer un avion. Je dis un blériot parce que c'était les premiers avions, on a le temps de les voir passer, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il penserait en fonction de sa culture de l'époque? Bon, a priori, ça serait le diable, ou ça serait, vous voyez ce que je veux dire. Bon, nous, on est peut-être à l'état on est peut-être quelque chose d'égal par ailleurs, hein, au niveau de conscience et de perception, comme le Gaulois en train de regarder passer son blériot. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès énormes, il n'y a qu'à imaginer tout ce qu'on a, et on n'est pas au bout de la connaissance, si vous voulez. Bon, alors la conscience humaine, pour moi, le cerveau est infini. Il y a des gars qui, dans une religion, on est capable. Je veux dire, la deux hémisphères cérébraux, il y en a qui a la tête dans les étoiles, l'autre le cul dans les ronds. Sa tête dans les étoiles, c'est l'amour, c'est la création, c'est tout ça, c'est le bonheur. Et puis, bon, l'autre, c'est le oui mais, hein, c'est le mal, parce qu'il faut bien le mal qui serve à quelque chose, et du mal sort quelquefois le bien. Donc, voilà. Hein, je pense que l'humanité, elle est prête à rien, elle est prête à ce qu'on lui donne une réponse pour sa peur, quelque part. Ah, et vous avez bien vu que tous les hommes, les hommes de pouvoir, ils savent faire peur. Ou ils inventent une peur. Et on passe une partie de sa vie à trouver des réponses à ces peurs. Alors, les peurs qu'on a eues, peut-être au niveau de notre conception, même de notre naissance, si ça s'est mal passé, le mal que nous font les parents pour notre vie en nous foutant la trouille, ou en nous disant ça c'est pas bien, la morale, la religion, tout ce qui est nos pulsions, comment dirais-je, d'énergie vitale, on nous dit attention, c'est dangereux. Donc on trouve toutes les civilisations ont trouvé une réponse à une peur quelconque. Il y a eu des grands moments de religion. Toi personnellement, Jack, pardon de t'interrompre, mais toi personnellement, lorsque en 73, tu as été confronté à un phénomène qui a échappé en fait au paradigme auquel auquel t'étais attaché, et, ça a dû bouleverser ta réalité, j'imagine. Ah ça m'a mis, ça m'a changé, ça m'a remis les neurones en fonctionnement là. Je veux dire que moi, j'étais pas fermé du tout à ce truc-là. Enfin, je veux dire, j'ai pas mal d'étapes de stade. Et par contre, je me suis dit, bon, je suis un peu comme le gamin qui va à l'école et qui est devant une formule mathématique qui a posé un autre mec. J'y baise rien, mais je vais chercher à comprendre, quoi. C'est un peu ça, la conscience et l'intelligence. Et nos neurones, ils adorent ça. Donc, moi, je me suis posé la question. Et je suis tout à fait ouvert. Je pense que si un jour je suis pris par une belle extraterrestre toute violette, comme dans je sais plus quel film. Avatar, non? C'est pas Avatar. Avatar, je garde. Mais c'est fabuleux, les mecs qui ont fait ce scénario. Ils ont une prémonition, quoi. Hein, j'espère que je garderai mon sang-froid. C'est des questions vraiment métaphysiques, quoi. T'as dit que t'avais fait d'autres observations, Jack. On pourra en parler de ça? Des observations, puis quand on est répertorié à l'époque dans les médias, il y avait une dizaine de points lumineux qu'on traversait complètement l'horizon. Qu'est-ce que j'ai encore eu? Enfin, vous voyez, des trucs qui... Alors après, bon, on voit, c'est souvent nos croyances et suivant nos peurs. Mais il y a une question, c'est que l'être humain, il peut pas rester dans la peur. Alors, il faut qu'il trouve une réponse. L'ego, il faut qu'il trouve une réponse. Alors, c'est là-dessus que la manipulation des politiques, des hommes religieux, faites si, Dieu vous protégera. Je viens du Japon. Bon, c'est la deuxième fois que j'y vais. On aimerait bien envoyer les gens voir ce qu'ils ont fait à Hiroshima. C'est incroyable. Je veux dire, vous voyez, ils ont fait, on appelle ça, tous les morts qu'il y a eu, 350 000 personnes qui se sont fait cramer en une seconde. On peut pas faire la moitié si vous voulez, de ce qu'ils présentent sans être ému, sans avoir un malaise, sans même pleurer. Bon, ça devrait donner un supplément de conscience à une bonne partie de l'humanité, mais il y a toujours des mecs qui n'ont rien à foutre. Ils sont prêts. Si vous savez, un gamin qui a vraiment été très traumatisé, qui a la trouille, il dit moi j'aurais que tout le monde soit mort. C'est tout ce qu'il fait faire son cerveau pour le rassurer. Il y en a, Poutine, il est en train de faire un sketch de ce genre-là. Ah c'est bien déjà que tu viens nous faire peut-être le passage sur une autre émission qu'on fera ensemble. J'aimerais qu'on parle, si tu es d'accord avec nous, de tes autres observations et de politique aussi. Ça peut être sympa de lier ce phénomène à la politique parce que on est en plein dedans à l'heure actuelle par rapport au contrôle aérien qui est défaillant par rapport à l'interception de ces objets qu'on observe depuis mi-novembre. Est-ce que ça te dirait qu'on en parle lors d'un prochain numéro? Ah moi les réponses vont très très bien. Hein. Allez, Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et je pense que si vous voulez, il y a des gens qui vont dire mais il raconte n'importe quoi. Non, t'inquiète pas pour ça. On est là pour remettre les choses en ordre. Je suis pas inquiet. J'ai le petit coup de trompette, Jack. Je vais être obligé de finir l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Oui, vite fait. Le jeu concours, on l'abordera sur TikTok. C'est tous les mardis de 17h30 à 18h30. Venez en live, on vous expliquera le jeu concours.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jack, d'avoir passé ce moment agréable en notre compagnie. C'est un sujet qui ne veut pas te faire parler, de susciter les questions, ça on l'a bien vu. Et n'oubliez pas, les amis, juste avant qu'on se quitte, la Terre ne cesse de nous surprendre. Et ce n'est que le début, restez curieux, ouvrez l'œil. Les mystères sont partout, la vérité n'est pas forcément ailleurs, pardon. Elle est sans aucun doute sous vos yeux. Merci pour votre fidélité et transmettez le message. À la semaine prochaine sur Radio Média Sud Toulon, de 18h30 à 19h. Le replay de cette émission sera diffusé tous les jeudis, de 18h30 à 19h. Soyez heureux et vigilants, la vérité peut frapper à tout moment à votre porte. Faites juste un pas vers elle. Merci à vous, merci les chroniqueurs, merci Jack. À très vite sur Radio Média Sud Toulon pour la chronique La Terre et ses mystères. Et bonne soirée. Merci, monsieur Green. Au revoir.